Bonjour à tous. Pour cette table ronde, les conditions d'un management éthique et responsable, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Cagneux, que vous connaissez tous, secrétaire générale de la Fédération Santé Sociaux, Christine Coca, ou Caucase, coordinatrice générale des soins au CHS de la Savoie, Thomas Leludec, qui est le directeur général du CHU de Montpellier, et Margot Catalayud, qui est la directrice du Centre départemental de l'enfance du Finistère. Merci à vous. Quelques mots d'introduction, évidemment. En 1497, Vasco de Gama, un peu de culture ne fait jamais de mal, part pour les Indes, mandaté par le gouvernement portugais. Pour gagner le cap de Bonne-Espérance, il tente de longer assez naturellement les côtes africaines, mais se heurte au vent et courant contraire, bien connu à l'époque. La contrainte est telle qu'il prend alors la décision de changer de cap, de suivre les vents favorables en direction des côtes brésiliennes qu'il aperçoit, pour ensuite retrouver les courants favorables jusqu'au cap de Bonne-Espérance et trouve ensuite les Indes, offrant au Portugal, pour quelques siècles, une hégémonie certaine. Cette grande volte historique, pour reprendre le terme maritime idoine, trouve son origine dans la capacité que De Gama a eu à développer une forme de stratégie de contournement, à dépasser les contraintes et nous appelle à nous poser une question plus contemporaine, dans un exercice de mise en perspective certes un peu osé, la haute voltige à laquelle les directeurs sont aujourd'hui appelés n'est-elle pas un lointain et modeste écho à cette grande volte 5 siècles auparavant ? Un travail de haute voltige et de précision au moment où nous constatons l'inflation jamais démentie, et Michel nous le rappelle à l'envi, inflation jamais démentie, disais-je, de la norme et de la loi, la pression toujours accentuée des contraintes financières qui mettent en tension nos établissements et nous amènent à douter du sens général et à perdre confiance. Je regarde les commentaires, évidemment. Quel est le cap aujourd'hui ? Les pouvoirs publics faillissent à nous le donner véritablement, et d'une navigation précise et moderne, nous pouvons souvent avoir le sentiment d'une navigation à l'estime, pour filer la métaphore maritime. Le pacte de confiance, à l'aube de l'actuel mais finissant quinquennat, avait pourtant cristallisé beaucoup d'espoir. Et c'est en ce sens que la CFDT a participé à sa construction. Dans son annexe 7, les valeurs devant être portées par les managers méritent d'être rappelées. Écoute, donner du sens, garantir le respect de chacun, organiser le dialogue social. De la confiance, nous pouvons raisonnablement dire aujourd'hui que nous sommes passés à une certaine défiance. Et la journée d'hier n'en est qu'un ultime avatar. Et c'est assez logiquement que l'on a pu constater de manière constante une évolution synchronique entre les thématiques abordées par le 5AS lors de nos nombreuses journées et les trains successifs de réformes et les durcissements des conditions de travail dans nos établissements. Vous avez sans doute en tête les thématiques qui ont été abordées régulièrement, la responsabilité sociale des entreprises, l'éthique, le questionnement de la performance, les marges de manœuvre, la place du dialogue social en 2013, les réformes et leurs illusions en 2014, subir ou conduire le changement en 2015. Des questionnements qui se succèdent et qui pourraient aussi s'apparenter, pour l'observateur narquois, à des réactions en décalage, autrement dit en retard perpétuel, comme si nos débats naissaient des constats succédés à l'action avec fatalité et non le précédé, promis alors à l'inefficacité. Néanmoins, nous avançons. Nous avons, dès 2011, posé les principes d'une charte pour un management éthique et responsable, sans doute parce que nous sommes les témoins directs des dérives visibles de l'exercice du management dans les établissements comme du côté des autorités. Quand, dans le cadre de la commission des conditions de travail pour les corps des directeurs du public, nouvellement créée, et c'est d'ailleurs à mettre à l'actif du 5AS, cette charte pour un management éthique trouve rapidement un écho favorable au sein du ministère, au sein du CNG et de la DHOS et la DGOS. Mais qu'ils annoncent tour à tour qu'ils n'ont pas les moyens humains d'accompagner plus qu'à ce jour
et les blessés des conflits de terrain, alors il est permis de douter réellement de la capacité de l'État à ne serait-ce que véritablement vouloir avancer sur ce sujet. Les questions sont alors les suivantes. L'obligation que nous voulons nous donner d'un management éthique et responsable est-elle possible quand cette obligation n'est pas suffisamment endossée par les pouvoirs publics? Ne s'apparente-t-elle pas à un véritable chemin de croix? La grande crypte n'est sans doute pas le plus mauvais endroit pour cette image christique. Le management éthique et responsable n'est-il qu'un concept béquille ou un impératif catégorique au sens kantien du terme, où la liberté et la loi se lient? Ces temps de réflexion qui sont les nôtres, que constituent nos congrès et nos journées nationales, ne seraient-ils pas qu'une respiration, fût-elle émulatrice, ponctuant de longues apnées éthiques? Ou au contraire, le temps de vrais électrochocs qui nous permettent à nouveau de retrouver le cap, le sens, la direction? L'espace-temps de la performance et de l'efficacité peut-il rencontrer celui des valeurs d'un management éthique et responsable et former une matrice dans un cercle vertueux? Ou tout cela ne constitue-t-il pas une utopie, au sens utopia, l'absence de lieu, une incantation de syndicats taxés par certains de ringardise? Ou alors est-ce un vrai objet? Nous touchons sans doute au plus profond du rôle que nous pouvons nous donner, nous, syndicats, celui d'une capacité à questionner la transformation vive du réel, en nous donnant toujours pour objectif de ne pas rester à quai, simple observateur, mais bien de participer tous et pour nous-mêmes et pour les autres à la réformation progressive et éthique de notre société. Et donc, tout naturellement, je me tourne vers Nathalie Cagneux pour tenter de répondre à ces questions assez existentielles. Merci Nathalie. Eh bien, comme ça va être un petit peu difficile, je vais demander aux messieurs qui sont très loin là-bas de lancer la vidéo, ce qui va me permettre de réfléchir un tout petit peu 5 minutes avant d'apporter 2-3 mots de réponse. Le but de cette journée, d'abord, c'est de commencer un travail dans toute la CFDT. On a commencé à Lyon, mais on aimerait bien que ça se décline dans toutes les régions. L'objectif, c'est de faire rencontrer les professionnels de différents secteurs, des collectivités locales, de l'hôpital, des maisons de retraite, qui discutent ensemble de leur métier, qu'ils puissent partager comment, autour des mêmes usagers, ils ont plus ou moins des difficultés à exercer leur profession. On est en crise depuis un bon moment et ça va sûrement encore durer, avec justement des usagers qui ont besoin de liens sociaux et qui ont besoin de l'aide de la collectivité, et changer le regard sur les gens qui les accueillent, sur les gens qui les accompagnent. C'est un gros travail. On a le sentiment que quand il faut faire des coupes budgétaires, eh ben, on va couper dans les budgets du social, pas de la santé, parce que ça coûte cher, alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Il nous faut, autour de cette conviction profonde, tout de même, des exemples, des réalités concrètes. Et les militants nous les apportent. Puisque coût, richesse, à un moment donné, va bien falloir se plonger dans les calculs. Et en fait, les militants sont prêts à nous donner des pistes d'économie. Les personnels, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils sont chacun dans leur petit bout de fonction, de métier, et que plus ça va d'ailleurs, plus on découpe leur intervention. Et que ça va, c'est complètement méprisant pour l'usager qui, lui, n'est qu'un. L'importance de cette réunion aujourd'hui, c'est de faire se rencontrer des professionnels de la santé, du travail social, de plusieurs champs professionnels différents, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, l'hôpital, le domaine de la santé, mais aussi le travail social dans les collectivités locales, enfin bref, de faire converger des personnels, faire se rencontrer des personnels différents qui vivent de même métier et qui ont une même expérience de terrain. Aujourd'hui, ces personnels ont un ressenti commun, celle de la perte de sens de leur métier, la perte de sens de leur mission. Et on demande à ce qu'on redise, redéfinisse, réaffirme l'importance du travail qu'ils mènent. Encore une fois, quel que soit le métier, le médical, le paramédical, le social, il y a une demande de réappropriation, de réaffirmation de la richesse créée par ces métiers-là.
Le slogan de l'action que l'on mène, c'est « Je suis une richesse ». C'est-à-dire que ce que je fais en tant que professionnel, c'est important pour la société, ça n'est pas qu'un coût, c'est essentiel pour la marche de la société, pour la marche et la réussite du service public. Une des dimensions de cette réhabilitation du travail social, du travail en matière de santé, c'est justement la mise en réseau, la coordination de ce travail-là. On a en fait des personnels qui travaillent chacun dans une administration différente, des collectivités locales, l'État, l'hospitalière, mais qui font un métier sinon identique, du moins similaire, avec des missions partagées et qu'on n'arrive pas, encore une fois, à coordonner, qu'on n'arrive pas à faire travailler ensemble parce qu'il n'y a pas de pilotage politique commun. Donc une des demandes, pas la seule, mais une des demandes, c'est bien de reconsidérer une politique globale de santé, de l'accompagnement social, des usagers, un réinvestissement collectif dans ces missions-là et encore une fois une construction commune de cette mission de service public. Pour le SGEN CFDT, qui syndique des personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche, de l'enseignement agricole public et de la jeunesse et sport, il y a une importance à affirmer que les professions du social, du travail social, du médical, du médico-social ne sont pas des professions périphériques. Un établissement scolaire, un établissement universitaire, ça ne peut pas fonctionner sans la présence d'un assistant, d'une assistante sociale, d'un infirmier, d'une infirmière, sans la présence d'un médecin scolaire. Il n'y a pas de métier périphérique, il n'y a pas de cœur de métier, il y a des cœurs de mission, mais il n'y a pas de cœur de métier, ni dans l'éducation nationale, ni dans l'enseignement supérieur, ni nulle part. Il y a des collectifs de travail qui doivent être complets pour bien fonctionner. Et une des revendications fondamentales que l'on porte, c'est que ces collectifs de travail soient complets sur l'ensemble du territoire, même dans les zones les plus défavorisées, comme on dit souvent. Ce qui est très symptomatique, c'est la façon dont ces professionnels disent en fait la même chose. Et d'ailleurs, ils remarquent eux-mêmes qu'ils disent tous la même chose. La perte de sens qu'on leur prescrit, en réalité, est absolument difficile à vivre. Ils parlent tous de culpabilité et ils remarquent que leur travail est séquencé de façon tout à fait inappropriée et inadaptée à ce qui est l'origine de leur métier, c'est-à-dire la prise en charge globale des usagers. Si le secteur doit être considéré aujourd'hui comme une richesse, c'est que ce que produisent les professionnels du secteur est invisible. Et que comme c'est invisible, la cohésion sociale qu'ils produisent, le bien-être social, il n'est pas reconnu par les pouvoirs publics. Et ça, c'est terrible parce que du coup, les logiques qui s'imposent à ces professionnels sont totalement inadaptées. Ils sont considérés d'abord comme un coût pour la collectivité, alors que tout le monde est prêt à reconnaître que si demain ils arrêtaient tous de travailler, là, le réel coût pour la société, on le verrait de façon éclatante. Donc cette richesse qu'ils produisent, parce qu'elle est invisible, elle n'est pas reconnue, et c'est ça qu'on veut dire haut et fort auprès des pouvoirs publics. La caractéristique de ces professions, c'est qu'elles sont effectivement dans différents établissements, dans différents secteurs, à l'école, à l'hôpital, dans les maisons de retraite, dans les collectivités locales, mais ce sont les mêmes usagers. C'est-à-dire qu'à différents niveaux, à différents moments de la vie, tous ces professionnels sont autour des mêmes usagers. Ce qu'on entend, c'est un malaise des professionnels par rapport à leurs propres exigences de qualité du travail. Et ils ne demandent qu'à bien faire leur travail. Ils ont des propositions pour mieux s'organiser, pour plus de transversalité. Il faut que ces propositions trouvent une écoute du point de vue de nos politiques, parce que le travail social, c'est aussi une question d'engagement collectif. En général, ce que permettent les travailleurs sociaux et ce sur quoi ils insistent vraiment, c'est qu'ils peuvent faire de la prévention. Et la prévention, c'est de l'investissement social, ce qui permet après d'éviter tous les dysfonctionnements, les atteintes à la personne, mais aussi au collectif. Et pour la CFDT, c'est important d'investir plus dans le social au moment où on en a besoin et pas être seulement sur du curatif. Ce qui m'a marqué dans la matinée, c'est le ressenti des personnes, c'est une très grande souffrance. Et surtout une souffrance qui vient du fait qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir exercer leur métier comme ils souhaiteraient le faire. Et qui sont amenés à exercer des priorités qu'ils considèrent qu'ils ne devraient pas avoir à réaliser, parce qu'un travail social, un travail de soins devrait pouvoir se faire auprès de chacun. Ce qu'ils considèrent ne pas pouvoir être le cas à l'heure actuelle, du fait d'organisations maltraitantes en fait, qui les freinent dans l'exercice de leur activité.
défaut de moyens, défaut de temps, défaut d'organisation. Donc ça, c'est vraiment un ressenti qui est apparu très, très fortement. C'est dommage que, pour employer des grands mots, démocratie participative et démocratie sociale ne considèrent pas qu'elles peuvent se renforcer mutuellement. Il faut vraiment qu'on surmonte la situation actuelle où elle se développe en parallèle, alors qu'on devrait faire converger nos efforts. Les usagers sont les usagers organisés, les usagers sont en attente d'une amélioration de la qualité, sont extrêmement conscients que bien souvent les organisations sont maltraitantes et que nous pouvons agir ensemble pour améliorer ces organisations à leur bénéfice et au bénéfice des usagers. J'ai eu un grand plaisir de pouvoir accueillir la première rencontre et je sais qu'il y a des militants de qualité dans la région, que ce soit sur Interco, sur Santé Sociaux ou sur le SGEN dans ces secteurs-là. Et donc c'est, je pense, une journée qui va amener une dynamique et ce n'est pas une journée one-shot, c'est vraiment un démarrage de tout ce qu'on a à construire du niveau syndical. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est une grande aventure qui recommence, puisque Je suis une richesse, ça a commencé le 22 septembre 2015, mais c'est une aventure qui recommence parce qu'on ne va pas lâcher le morceau. Alors en quoi c'est en lien avec ce qu'il disait Emmanuel, c'est que quand on a commencé à exprimer la question de la responsabilité sociale dans l'hôpital, dans le management en santé, ce qui était dans notre résolution de 2009 à la Fédération, on a cru que ce serait simple à décrire et simple à s'approprier, sauf qu'on n'avait pas prévu que le contexte allait se dégrader terriblement et qu'on aurait en face de nous absolument aucun politique pour rebondir sur ces questions-là. Et donc, très clairement, la responsabilité sociale, elle doit... ce qui peut aider à l'application, à la mise en œuvre d'une responsabilité sociale dans nos secteurs et pour ces métiers-là, c'est la conscience de l'opinion publique, le changement de regard de l'opinion publique sur ce qu'est, ce que sont ces professionnels et sur ce que sont nos secteurs. Et c'est sans doute ça qui a manqué au départ quand on a commencé à déployer nos argumentaires sur la RSE. Ça ne suffisait pas. Donc, l'ambition qu'on a aujourd'hui, c'est de redémarrer ce travail à l'intérieur de la CFDT, parce qu'au fur et à mesure du temps, très humblement, je me suis également rendu compte que, y compris dans la CFDT, les militants des autres secteurs d'activité ne savent pas ce que nous vivons. Et que quand nous commençons à débattre des questions de protection sociale, de coûts et de recettes, et on n'arrive pas à discuter ensemble du bien fondé de nos revendications, parce que je me rends compte que dans la CFDT, comme dans toute l'opinion publique, on ne sait pas ce que vit aujourd'hui l'hôpital, en vrai. On ne sait pas ce que vivent les infirmières scolaires en vrai, on ne sait pas ce que vivent les professionnels de santé, les assistants sociaux dans les collectivités locales ou chez Pôle emploi, comme le disait Laurent tout à l'heure. Et que nous avons vraiment intérêt à exprimer ça et à discuter de ça avec les professionnels. Donc ce que nous lançons là, c'est une grande action dans toutes les unions régionales interprofessionnelles sur ce modèle-là. Et moi, j'insiste auprès de vous pour que vous puissiez participer à chaque fois que vous aurez les dates de ces réunions-là, parce que je pense vraiment que vos témoignages sur la difficulté justement à travailler à appliquer cette responsabilité sociale que vous voudriez en management, mais la difficulté que vous rencontrez, il y a une nécessité à en débattre avec les professionnels et avec tous nos interlocuteurs CFDT qui nous représentent. On a dans les URI des militants CFDT qui nous représentent dans les CRSA, dans les ARS, dans les caisses, dans les ceci, dans les cela. Ces personnes-là, militantes CFDT, n'ont pas, à mon avis, la moindre idée de ce qui se passe en réalité dans les établissements de notre secteur et à quoi ils pourvoient ou non dans les décisions qu'ils prennent. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on a raté au moment de la responsabilité sociale dans le management, c'est de déployer les argumentaires bien au-delà de notre santé sociale, de notre fédération, de votre syndicat. Je pense vraiment qu'il faut qu'on s'astreigne à faire comprendre à l'opinion publique, à commencer par la CFDT, de quoi est-ce qu'on parle exactement, parce que finalement, moi je me rends compte
que notre malaise et notre difficulté et l'éthique que nous avons envie de mettre en œuvre, mais que nous n'arrivons pas à mettre en œuvre, il faut en discuter autour de nous. Nous ne sommes pas assez transparents, transversaux, à commencer par la CFDT. Donc voilà, c'est la réponse un petit peu que j'apporte à ce que tu dis, parce que je pense que c'est un travail d'extrêmement longue haleine, et que changer le regard que l'opinion publique, y compris dans la CFDT, on a sur notre secteur, c'est fondamental pour pouvoir arriver à mettre en application cette éthique et cette responsabilité sociale que nous souhaitons depuis des années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. On reviendra évidemment sur cette expérience qui a été menée de manière transversale entre, effectivement, comme tu le dis, plusieurs fédérations et donc plusieurs acteurs de terrain. Mais avant de revenir sur ces questions-là, je laisse la parole à Christine Caucase, dont je sais qu'elle va nous faire profiter de son expérience de terrain, mais en prenant de la hauteur, voire même s'inspirant de grands philosophes. Ah. Merci à toi. Alors la question que j'aborde, c'est les conditions de management éthique et responsable sont-elles respectées pour un directeur des soins? Je crois qu'on pourra l'extraire pour tous les collègues. Et cela pour les directeurs des soins qui exercent en établissement de santé, en institut ou en administration centrale, puisque finalement, en y réfléchissant, on s'aperçoit que les problématiques sont relativement proches. On peut passer à la diapo suivante si tu veux. Merci. Alors objectivement, il faut reconnaître que ces dernières années, des progrès technologiques extrêmement importants ont vu le jour dans le monde de la santé. Et pourtant, les managers, et je parle là aussi bien des directeurs que des cadres, que des médecins, des pharmaciens, voient les principes éthiques sur lesquels ils fondent leurs actions fortement bousculés. Exigences croissantes des usagers, contraintes financières renforcées, accélération des échanges, envahissement des technologies de l'information. Rajoutons à cela le discours anxiogène qui caractérise actuellement notre vocabulaire, tension, pression, urgence, performance, efficience. Et nous avons là finalement tous les ingrédients pour mettre à mal notre exercice professionnel. Et je me disais l'autre jour que si on s'interrogeait individuellement, collectivement, sur notre état de santé managérial, finalement, je crois que nous n'allons pas si bien que ça. Alors la question, puisqu'on est dans le domaine de la santé, c'est peut-être de se dire quelle est la cause de ce malaise, et puis surtout, est-ce qu'il y aurait éventuellement des réponses à y apporter? Alors j'ai souhaité m'arrêter un instant sur le terme de tension, qui a envahi ces dernières années tout notre vocabulaire. Hôpital sous tension, tension budgétaire, tension des lits, tension des effectifs. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'on ne souffre pas d'hypertension? Alors il faut dire que ces dernières années, si on s'interroge sur les causes, les réformes se sont succédées à un rythme soutenu. Réforme du financement des hôpitaux, régionalisation, universitarisation des instituts, réforme territoriale. Comme si les choses s'emballaient, avec quelquefois un peu cette impression que si on continue, on risque de filer droit dans le mur. Parmi ces réformes, il me semble qu'il faut prêter une attention particulière à la réforme des pouvoirs, car il s'agit sans doute du domaine qui interroge le plus nos pratiques managériales. Nouvelle gouvernance, organisation polaire, GHT, tous ces changements profonds qui ébranlent nos organisations, car chaque fois que nous nous engageons dans la voie de la coopération, de la contractualisation, de la délégation, la place des différents acteurs est interrogée et menace le fragile équilibre du savoir travailler ensemble. Nous sommes constamment poussés à plus de transversalité, plus de perméabilité. Mais comment faire dans un environnement flou, quand les questionnements sont permanents sur la place des uns et des autres, et en plus quand les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes? Nous n'avons jamais autant parlé, et ce matin ça a été évoqué plusieurs fois, de risques psychosociaux, de malaise décal, de burn-out. Mais pour un manager, le simple fait de ne pouvoir exercer dans le respect des principes qui l'animent, n'est-elle pas un risque essentiel? Quelles conséquences pour nos collaborateurs? N'est-il pas du coup illusoire de penser qu'un responsable sous tension permanente puisse mettre en œuvre un management éthique et responsable?
On peut passer la diapo suivante, Nicolas? Merci. Alors je me suis appuyée dans ma réflexion, je ne suis pas allée dans une période aussi lointaine qu'Emmanuel, mais sur un ouvrage qui a été publié en 2014 par un philosophe belge, et oui, il y en a, qui s'appelle Michel Dupuy, et qui propose d'ajouter à l'éthique de la relation personnelle celle du travail collectif. L'objectif pour lui est de construire une éthique organisationnelle dans le monde de la santé. Et c'est sans doute là une piste qui mérite d'être étudiée. En effet, la spécificité du monde hospitalier est de nous confronter à la coexistence de deux couches d'éthique. L'éthique clinique, infirmière de longue tradition, qui s'appuie sur le prendre soin, et à côté, cette fameuse éthique organisationnelle qui prend notamment en compte les techniques de management, les styles de leadership, ce qu'on peut appeler le climat éthique des organisations de soins. Et je crois qu'on touche là à la difficulté particulière que vivent aujourd'hui les cadres de santé et par extension les directeurs des soins. En effet, notre exercice professionnel nous confronte en permanence à ces deux couches d'éthique. C'est à la fois une force, ça nous permet de créer un lien entre le monde administratif et le monde soignant, mais ça peut aussi être une faiblesse, une fragilité, quand les organisations proposées ou parfois imposées risquent d'altérer la qualité des prises en charge. Il y a alors distorsion entre l'éthique clinique et l'éthique organisationnelle. Et ce conflit, Michel Dupuy le nomme par un terme que je trouve tout à fait parlant, qui s'appelle la luxation éthique. Et nous revenons là à un discours médical, et une luxation, nous le savons tous, ça fait mal et ça demande une réduction rapide. La question est donc, et on y revient, celle des limites à ne pas dépasser pour que l'exercice reste soutenable. Et là, on reprend les termes qu'on a abordés tout à l'heure. Je m'appuierai pour illustrer mon propos sur deux exemples, un tiré des instituts et un en établissement de santé. Le premier, donc, une étude de l'adresse qui date de 2014 a démontré l'inégalité rencontrée par les étudiants infirmiers sur le territoire. En effet, selon leur implantation, les instituts s'adressent à des publics différents qui ne nécessitent pas, qui n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, dans certains instituts, il y aura besoin de plus de travail en petits groupes, de travail en atelier de simulation, et cela même si le coût doit être plus élevé. C'est une condition incontournable pour que la formation remplisse ses objectifs et reste l'ascenseur social qu'elle a toujours été. Et nous toucherons là au principe de justice défendu par le 5A-CFDT. Un directeur d'institut qui ne pourrait assurer ce niveau d'exigence pour des questions de coût ne serait plus dans les conditions d'un management éthique et responsable. Autre exemple, en établissement de santé, celui de l'éducation thérapeutique. Elle a fait ses preuves depuis de nombreuses années sur les pathologies chroniques, qui, je le rappelle, touchent environ 20% de la population. Diminution du nombre et de la fréquence des hospitalisations et des rechutes, responsabilisation des patients. Or, certains établissements, poussés par des contraintes budgétaires, choisissent de diminuer, voire supprimer les crédits alloués dans ce domaine. Et c'est au directeur des soins qui a œuvré pour défendre l'éducation thérapeutique parce qu'il en connaît les bienfaits au plan clinique, au directeur des soins qui aura dû mobiliser des équipes, les amener à se former, à modifier leurs pratiques, que le chef d'établissement va demander de supprimer les ressources en éducation thérapeutique. Un directeur des soins placé dans cette situation n'est plus dans les conditions d'un management éthique et responsable. En effet, dans ces deux situations, il se trouve ne pouvoir garantir les principes fondamentaux que sont d'abord de disposer de ressources suffisantes pour proposer une qualité optimale de soins aux patients et une qualité optimale de formation aux étudiants sélectionnés. Ensuite, d'être en mesure de procéder à une communication claire qui permette à la fois aux professionnels et aux étudiants d'exercer leur autonomie en toute responsabilité. Et enfin, de permettre à ces professionnels et à ces étudiants d'exercer dans un collectif apprenant, c'est-à-dire un collectif qui permette à chacun de développer en permanence ses compétences. C'est possible. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors je pense qu'il est de notre devoir de nous poser la question, sommes-nous prêts
à mettre de côté ces principes auxquels nous tenons. Et si nous le faisons, pourquoi nous le ferions-nous? Par crainte de voir notre carrière mise en cause pour plaire à nos supérieurs hiérarchiques. Je crois que ça, c'est une véritable question éthique qu'on doit se poser. Et tant qu'on sera capable d'y répondre et de tenir par rapport à ça, je pense qu'on est dans des conditions de management éthique et responsable. Mais il faut quand même garder en mémoire, je reviens sur la problématique de la luxation éthique, que cette luxation, elle n'est jamais très loin et qu'il faut s'en prémunir. Et pour conclure, je m'appuierai sur les écrits de Pierre-Olivier Monteil, un autre philosophe, voilà, on s'élève encore un petit peu, pour poser quelques fondamentaux du management auquel nous aspirons. Le pouvoir managérial, pour être efficace, doit favoriser un style de relation qui se propage du haut en bas de la ligne managériale, sous l'effet de la dynamique de l'exemplarité. Un bon manager sait se montrer prévenant et attentionné par des mots polis et encourageants envers son équipe. Et oui, il faut aussi le rappeler. Il sait reconnaître le travail accompli, permettre à ses collaborateurs d'évoluer et s'attache à les faire grandir. Il confère du sens au travail de ses collaborateurs et sait leur faire confiance. Et enfin, il favorise un management par le consentement. Le management par le consentement met en évidence l'efficience d'un engagement au travail plus libre. Il privilégie une posture du faire avec ses collaborateurs au lieu d'agir contre eux, et il nous amène en permanence à nous interroger sur les effets de nos actes. Et finalement, alors je conclurai par... je l'ai piqué à Emmanuel, j'en suis désolée, mais j'ai envoyé le diaporama avant lui. Effectivement, est-ce que la question, c'est pas de toujours garder en point de mire le triangle éthique de Ricoeur, vivre une vie bonne avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et c'est peut-être ça, finalement, les conditions d'un management éthique et responsable. Merci beaucoup, Christine. Effectivement, j'étais fortement tenté d'inviter Paul Ricoeur à cette table, sans doute aussi parce qu'il a une vision un peu plus optimiste que nos discours ne colorent cette journée aujourd'hui, un petit peu lourde quand même par les thématiques qu'on aborde, et avec une perspective peut-être un petit peu plus joyeuse. Je me tourne évidemment, et la transition elle est assez facile finalement, vers Thomas Leludec, à la fois par la liste à la Prévert, mais dans le bon sens du terme, des vertus managériales qu'il faudrait mettre en évidence et mettre en résonance de manière sans doute plus forte et réactivée, et me tourner donc vers le directeur général du centre hospitalier de Montpellier pour avoir son point de vue sur les tensions, les questionnements que nous avons et que vous avez évoqués, et de savoir si effectivement entre hypertension, luxation éthique, je ne doute pas un seul instant que ce soit un terme qui soit désormais adopté définitivement par la salle, comment envisage-t-il de manière managériale de soigner notre grand corps malade? Bien. Peut-être d'abord par avoir des propos bienveillants sur nous-mêmes, sur notre propre système. L'année prochaine, je vais entamer ma 30e année de vie professionnelle dans le monde de la santé. Et en 30 ans, je crois qu'il faut qu'on rappelle à nous tous, à nous-mêmes d'abord, et à la population, que d'abord la population française a augmenté de 10 millions de personnes. On a à peu près le même nombre d'hôpitaux, à peu près le même nombre de cliniques, d'établissements médico-sociaux. Ce qui veut dire qu'on en fait plus avec à peu près les mêmes implantations. Il faut se rappeler ça. Et je crois que ce n'est pas assez dit. De même, si on prend une échelle de temps qui est plus réduite, depuis 13 ans, nous avons connu 13 plans d'économie, tous les ans. Et ça, je crois qu'on a tort de ne pas le répéter. Et je fais l'hypothèse que si nous le calculions, je vais employer un terme qui peut choquer, mais si on regardait la productivité horaire de nos personnels, on s'apercevrait qu'elle a énormément augmenté. On trouvera toujours de ci, de là des contre-exemples. Mais la tendance, je pense,
Et c'est pour ça que je dis, soyons bienveillants avec nous-mêmes, avec nos professionnels, rendons visible l'invisible, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une productivité horaire qui est supérieure. Et c'est là aussi un des enjeux de communication vis-à-vis des pouvoirs publics et notamment des conseillers qui environnent les grands décideurs. Parce que pour avoir été dans une instance nationale à l'interface de l'État, de l'assurance maladie, je connais le langage, je connais le regard, je connais les éléments de comparaison. Si le monde de la santé et du social n'est pas en mesure de montrer les efforts fournis et ce qui est créé comme service rendu, ce n'est pas visible. Donc rendre l'invisible visible, c'est un des enjeux extrêmement importants pour tous les managers. Et ça peut passer par du concret. Quand vous prenez, je dirais gentiment par le bras, et en invitant tel ou tel décideur à visiter ce qui est l'indigne, ce qui vous fait honte en tant que manager d'un établissement, ça commence à rendre visible l'invisible. Donc je crois que c'est un des éléments importants, je dirais, du principe de bienveillance, c'est d'affronter ce réel en n'étant pas accusatoire, mais en disant qu'il va falloir trouver des solutions. Donc je crois que ça, il me semble important. Le deuxième point, c'est savoir communiquer avec des instances décisionnelles qui travaillent avec des indicateurs. Et nous sommes une richesse, le slogan est superbe, le slogan nous parle, il va parler à la population. Je dois le dire, il ne va pas parler à certains types de décideurs. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête, parce que pour convaincre, il faut se mettre chacun à la portée du mode de raisonnement des uns et des autres. Le deuxième point, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous au bout de nos marges ? Je vais être honnête avec vous, je pense que nous ne sommes pas au bout de nos marges. Pourquoi ? Parce que notre système est en pleine révolution. Vraisemblablement, les durées de séjour, pour ce qui concerne l'hospitalisation, vont encore diminuer, parce que le progrès technique est là, parce qu'il y a des manières aussi d'organiser la prise en charge différemment, avec l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Et pour avoir effectivement été à la Haute Autorité de Santé, j'ai pu voyager, rencontrer un certain nombre de systèmes de santé différents et de systèmes de santé au sens large, pas que curatifs, mais aussi préventifs. Et nous avons des équilibres qui sont extrêmement différents par rapport à d'autres pays. Les pays scandinaves vont avoir des unités plus concentrées, mais vont mettre un niveau de mobilisation sur le médico-social et le social incomparable par rapport à ce que nous faisons. Et donc, c'est aussi un des messages, c'est que nous sommes dispersés. Donc, sur la soutenabilité, je pense qu'effectivement, on est un peu à la croisée des chemins et ça rejoint un autre sujet que je voulais aborder, puisque le thème, c'est les conditions d'un management éthique et responsable, qui est que nous avons un grand enjeu de simplification de notre cadre d'exercice. Alors, la simplification est trop vue sur le mode de la mesurette. On va faire un petit toilettage de texte. Or, la simplification, ce n'est pas le simplisme. La simplification, c'est donner clairement des règles du jeu qui soient véritablement maniables. Et là, parfois, nous sommes victimes de bons sentiments. Alors, je vais expliquer mon propos. J'ai vécu la loi de 1991 comme un progrès. La loi de 1991, c'est la médicalisation de la planification, avec les schémas régionaux d'organisation sanitaire, avec les systèmes d'autorisation. Nous avons près de 20 systèmes d'autorisation différents. Il faut imaginer qu'un établissement comme celui que je dirige a les 20 autorisations. Et qu'il faut imaginer qu'à l'échelle d'une région, vous avez des dizaines, parfois des centaines d'établissements qui sont obligés d'avoir une lecture de leur organisation avec ce système d'autorisation. L'agence a le même. Ce système d'autorisation était fait pour planifier, pour faire en sorte de mettre les moyens là où il y avait le besoin. Aujourd'hui, ce système de planification, l'ayant connu aussi en tant que planificateur régional dans une agence régionale d'hospitalisation, j'en ai vu aujourd'hui la déviation au bout de 25 ans. Ce n'est plus
uniquement et loin de là un système de planification, c'est de plus en plus un système patrimonial. C'est un système qui permet de conserver un précaré, quel que soit le secteur, public ou privé. Ce n'est pas un système de planification, et là aussi, pour avoir vu d'autres systèmes de planification beaucoup plus simples, au lieu d'avoir 20 autorisations différentes, vous en avez 5 ou 6 qui correspondent, je dirais, à des volumes de missions par catégorie d'établissement. C'est nettement plus efficace et le planificateur fait son job de planification. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore des doublons dans le système. Et nous n'avons pas réglé la question des urgences dans notre pays. On confond la consultation non programmée et les urgences, ce qui peut créer des rentes de situation. Et je suis dans une région où c'est le cas. La périnatalité, les sujets ne sont pas tous réglés. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de janvier 2015, et tant s'en faut. Et ça pèse directement sur la qualité de vie au travail des équipes, puisque nous avons une croissance de la taille des maternités, mais en revanche, le système de tarification n'est pas accompagnant avec ce système de croissance de la taille des maternités. Et résultat, il y a des maternités où, effectivement, il y a de la souffrance au travail, parce que notre système n'est pas encourageant, n'est pas accompagnant. Et je pourrais prendre d'autres sujets sur ce point-là. L'autre élément, je dirais, de la simplification, c'est que l'empilement textuel est vraiment très important, au point que plus personne n'y voit clair. Il y a un encombrement législatif, non seulement à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais également au Conseil d'État, quand il s'agit d'examiner les projets de loi, les décrets. Il y a un empilement de guides. Et je pense que cette question-là est vraiment un élément de tension, de stress et d'hypertension. Puisque à ce moment-là, vous avez une succession d'injonctions, une succession de signaux qui, pour un esprit normal, en bonne santé, n'est déjà plus encaissable. Et ça, je pense qu'il faut clairement revenir là-dessus, et que par exemple sur une réforme qui est très intéressante, qui va créer des tas d'opportunités, mais aussi des échecs, mais aussi des opportunités, les groupements hospitaliers de territoire, et je pense qu'il faut prévoir une clause de revoyure dans 18 mois, dans 24 mois, pour se dire, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans un certain niveau de détail, dans un certain niveau d'exigence, et de revenir à l'essentiel. Et dans la simplification, je crois beaucoup personnellement à la gestion par priorité. Je pense que dans notre pays qui est fondamentalement généreux, là aussi soyons bienveillants, il y a un niveau d'accès aux nouvelles technologies dans ce pays, et je peux vous dire, j'ai des bases de comparaison assez sérieuses, qui n'a rien à voir avec beaucoup de pays comparables. L'accès aux molécules, l'accès à un certain nombre de nouvelles technologies. Hier, j'étais avec l'Institut du cancer de Montpellier et on discutait d'une technologie qui s'implante en janvier à Chicago. L'année prochaine, elle sera en France. Donc, il n'y a pas forcément de rupture. Et donc, il y a un accès qui est très, très fort sur les nouvelles technologies. En revanche, on se disperse. 2004, plus de 100 priorités de santé publique. Au-delà de 10, il n'y a plus de priorité. Le EPRS de 2012, certains font plus de 1000 pages. Qui va maîtriser un code de 1000 pages? Personne. Et quand on regarde un petit peu certains sujets, alors il est de bon ton dans les salons de faire la moue sur certains sujets. Par exemple, le dossier médical partagé, qui était avant personnel. Alors on dit qu'il y a une mutation sémantique, on parle de personnel à partager. Sauf que si on ne s'y met pas tous, en étant là aussi bienveillants vis-à-vis de cette réforme, de rendre possible un dossier médical de partager, on ne progressera pas sur un des points majeurs de nos dysfonctionnements, qui est le manque de coordination entre nous, entre acteurs. Quand on fait les études internationales, il y a 2 sujets où la France n'est pas bonne, vraiment pas bonne, la coordination et la fin de vie, pour différentes raisons. Donc, il y a la cancérologie. Il y a encore beaucoup de sujets, le pays est très bien placé, mais il y a encore beaucoup de sujets où nous ne sommes pas au rendez-vous. La périnatalité, j'en ai déjà parlé. La personne âgée dans sa globalité. On empile les dispositifs. Moi, j'ai un doute assez sérieux, par exemple, sur les plateformes d'appui. Plateformes d'appui, Maya, Click.
CCAS, tout ça, ça fonctionne comment? On a tous autour de nous des personnes âgées, même nous qui sommes dedans, on a du mal à se repérer. Et franchement, si on pouvait simplifier le dispositif, et que plutôt que d'empiler des procédures, si on investissait dans la formation, c'était Crozier qui disait il y a au moins 30 ans, il vaut mieux professionnaliser les compétences que de raffiner les procédures. Et je pense que c'est quand même la clé de beaucoup de choses. L'accès aux soins, on en parle depuis des années, ça reste un enjeu, même s'il y a des progrès, mais il y a des éléments, il y a des ruptures de prise en charge encore extrêmement présentes. Le dernier point que je voulais dire, donc j'ai parlé de soutenabilité, j'ai parlé de simplification, je voudrais parler de structuration, pour donner du sens. 2 exemples qui me tiennent particulièrement à cœur. La démographie médicale, toutes les mesures individuelles qui ont été annoncées vont dans le bon sens. L'augmentation du numerus clausus, les mesures d'attractivité, ce sont des conditions nécessaires, mais je dois le dire, insuffisantes pour régler le problème, parce que nous sommes face à des déséquilibres de marché. Et face à des déséquilibres de marché, il faut prendre de toutes autres mesures. L'imagerie, les urgences, l'anesthésie sont des sujets de déséquilibre. Pour vous donner un des établissements que je dirige également le CH de Millau, en plus du CHU de Montpellier, qui est à 115 km de Montpellier. Les dépenses d'intérim médical, c'est 7% des dépenses totales de l'hôpital. C'est 60% de son déficit. Si on ne règle pas ça, nous avons des établissements qui sont en grande souffrance. Et donc vous imaginez les niveaux de difficulté qui peuvent en découler. Donc la FHF fait une proposition d'agence parapublique de l'intérim médical. Pourquoi pas? Il faut vraiment l'étudier. Si on veut développer demain la téléimagerie, il faut regarder, être un peu imaginatif pour faire en sorte que, effectivement, on puisse conserver une imagerie publique en réseau. Je vais plus vite. Demain, il y a aussi un grand rendez-vous qui s'appelle, dans un vocabulaire pas très poétique, l'ORDAM. L'objectif régionalisé des dépenses d'assurance maladie. Il faut faire très attention à ce sujet. Pourquoi? Parce que ce sujet-là ne peut pas être abordé sans visibilité. Là aussi, il faut rendre visible l'invisible. Je prends un exemple. Je discutais hier avec mon équipe d'une activité, je ne peux pas révéler quelle est l'activité. Et nous avons fait un travail avec notre département d'information médicale et nous nous sommes aperçus que sur cette activité, si elle était organisée différemment dans la ville de Montpellier, l'assurance maladie faisait une économie de 4 ou 6 millions d'euros. Mais ce qui suppose que pour cette activité, il y a un choix public extrêmement fort. Donc si l'ORDAM est un sujet à décider en catimini, c'est un sujet qui peut se révéler contre-productif. Et donc ça suppose que pour piloter l'ORDAM, il y ait bien un comité de pilotage où les parties prenantes sont là, parce que cet argent, et je terminerai là-dedans, c'est un bien public. C'est un bien public, c'est notre bien puisque ce sont nos cotisations à tous. Donc, soutenabilité suppose rendre visible l'invisible, simplifier, c'est une urgence, et structurer, parce que si on ne fait pas un travail par priorité en réglant un certain nombre de problèmes qui sont, je dirais, les cailloux dans la chaussure du quotidien, effectivement, la perte de sens est au rendez-vous. Merci beaucoup, Thomas Leludec. Maintenant, après un balayage très large, hein, avec un prisme et un spectre large, nous allons rentrer dans un sujet peut-être une analyse plus de terrain, en tout cas sur l'expérience particulière que Margot, alors j'y arriverai pas, Margot va vous proposer. Je t'en prie. Alors tout d'abord, je souhaitais remercier le 5CAS pour avoir pensé à intégrer le S du bout pour représenter l'intégralité de la fonction. D'autant plus qu'au sein même des établissements publics de protection de l'enfance, l'exemple que je souhaite partager avec vous
revêt encore une particularité, une complexité, disons-le, supplémentaire, puisqu'il s'agit d'un établissement non autonome, donc rattaché à une collectivité locale, le conseil départemental. Réfléchir aux questions des conditions d'un management éthique et responsable renvoie bien évidemment, on l'a vu dans le triangle tout à l'heure, à la question de la recherche du bien pour soi et la recherche du bien collectif. Et surtout à l'adéquation, à la confrontation entre ces deux aspects, puisqu'il est bien évidemment inenvisageable à terme d'arriver à concilier un écart qui serait trop important entre les deux. À partir de ce constat-là, j'ai souhaité assumer d'utiliser un exemple tiré de l'expérience personnelle. Et je vais tenter de le faire avec subtilité, diplomatie et surtout de le nuancer dans un second temps. Cet exemple s'appuie sur le constat finalement qu'aujourd'hui on s'inscrit davantage dans une forme de recherche de solutions effrénées sans chercher réellement à comprendre l'origine du problème. Je vais en venir à mon exemple concret qui était la commande de la hiérarchie vis-à-vis de l'établissement de mettre en œuvre ce qui a été appelé une revue d'organisation et des processus. Bon, ce qui en soi, on peut donner le nom qu'on veut et l'étiquette qu'on veut, recherche de moyens, de suppression de moyens, de mutualisation, etc. Avec une consigne spécifique, managériale donc, très claire et sans ambiguïté, de ne pas aborder ce dossier avec les organisations syndicales. Pas de vague. Ce qui, dans un secteur, une région géographique régulièrement confrontée aux tempêtes maritimes, ne manque pas d'ironie. Mais c'était la consigne. Et là, en tant que responsable d'établissement, j'ai été confrontée à la question d'un management éthique et responsable, compte tenu du fait que la relance du dialogue social avec les organisations syndicales au sein de la structure avait été un de mes axes de travail, et sans basculer dans une forme d'angélisme. Voilà, il y a un débat contradictoire. C'est pas non plus la co-construction. Bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a une exigence de transparence qui est mise en place. Et il est déjà arrivé, comme chacun d'entre vous, j'imagine, d'être confronté à une commande qui va à l'encontre, effectivement, de ce en quoi on croit, et malgré tout, à devoir la mettre en place. Et au-delà de ça, comme ça a été mentionné ce matin, je crois effectivement qu'on est, en tant que responsable, ça fait partie intrinsèque de la fonction de responsabilité d'être à l'initiative, plutôt que de subir, à l'initiative de propositions, d'évolutions. Les contraintes budgétaires, économiques, elles sont intégrées. Je crois que chercher à nous en convaincre, c'est se tromper d'objectif. Donc, armé de propositions, de pistes d'optimisation de moyens, y compris de suppression de postes, dans une structure qui sortait d'une fusion, il n'y a pas si longtemps, une fusion de 4 structures non autonomes rassemblées en une seule, donc où on trouvait 4 directeurs et où on n'en trouve plus qu'un seul. Un exercice multisite avec 4 sites globalement distants de 45 minutes à 1 heure. Pour une politique publique qui n'est pas des moindres, la protection de l'enfance. Sans tenir compte, ou en tout cas sans nécessairement suffisamment intégrer le travail de rationalisation des moyens qui avait déjà été mis à l'œuvre, cette commande tombait. Et donc, force de proposition, en essayant de concilier effectivement l'intérêt général, les contraintes budgétaires et les missions à maintenir,
Donc je suis allée proposer une évolution rapidement calculée à base d'indicateurs, vous le mentionniez tout à l'heure, face à un interlocuteur très fort en calcul mental, qui m'a rapidement sorti un pourcentage en m'expliquant que ce n'était pas suffisant. Cette expérience-là, effectivement, dans le cadre d'une expérience récente de direction d'établissement, m'a vraiment amené, je dirais, là, aux limites de l'exercice d'un management éthique et responsable, que malgré tout, il était nécessaire de mettre en œuvre, et dans des conditions que je qualifierais de management par l'insécurité, en raisonnant sur un travail uniquement de modification des organisations à base d'organigrammes. Or, je suis convaincue qu'on peut changer des organigrammes, on ne changera pas la façon de travailler des gens comme ça. J'ai assumé à ce moment-là de prendre une décision en tant que responsable, conforme à mon éthique professionnelle. Le changement, l'évolution, elle était inévitable. Il est illusoire de penser qu'un directeur pourrait s'y opposer. En revanche, j'ai souhaité tout de même le préparer. J'ai pris la décision, avec des formes, etc., d'associer les représentants du personnel à cette réflexion et de poser le débat avec l'ensemble des acteurs de mes interlocuteurs, c'est-à-dire y compris le politique, qui, in fine, dans ce type d'organisation, décide. Et ce n'est qu'à travers, finalement, la mise en mots, la parole, et le fait de réunir l'ensemble des interlocuteurs avec des objectifs et des contraintes différents, que les choses ont pu un petit peu se débloquer. Ce qui m'amène à identifier parmi les conditions d'un management éthique et responsable l'importance de la parole, du dialogue social. Je pense qu'on en est tous convaincus, notre présence ici en témoigne, mais de ne pas sous-estimer cette importance-là, de pouvoir parler, peut-être pas toujours le même langage, mais de savoir s'adapter en tout cas, et de pouvoir nommer les choses. Je crois que la pire des choses, en m'inscrivant en porte-à-faux, avec une consigne. Néanmoins, je suis restée fidèle, malgré tout, en assumant potentiellement les conséquences, à ce que j'estime être les conditions d'un management éthique et responsable. Le deuxième enseignement que j'ai tiré, et M. Berger l'a mentionné tout à l'heure, ce qui m'a rassurée sur le fait que je n'étais pas complètement à côté, c'est l'incarnation de l'éthique, d'un management éthique. Cette incarnation, je l'ai trouvée finalement, c'est le paradoxe, je l'ai trouvée non pas dans le management qu'on m'appliquait, je l'ai trouvée dans la fonction qui n'est pas censée manager, c'est-à-dire chez le politique, chez les élus. Et cela m'a fait prendre conscience de l'importance on incarne des fonctions, mais la notion d'éthique, de responsabilité, pas seulement pour notre propre exercice professionnel, mais on en est tous convaincus, pour les professionnels qui sont sous notre responsabilité, et in fine pour le public qu'on accompagne, quel qu'il soit, a besoin de prendre corps, de prendre chair. Et il était fait mention tout à l'heure du travail autour de la charte éthique, et je vais citer alors un autre monsieur Dupuis, qui est François Dupuis, sociologue des organisations, qui nous dit que les valeurs ne se décrètent pas. Il ne s'agit pas de faire apparaître dans une charte aussi belle et riche et réfléchie soit-elle les notions de confiance, de service public, de solidarité. On conçoit souvent ces chartes éthiques en partant des valeurs, justement, comme si elles se décrétaient, comme si elles étaient évidentes, et le postulat de départ, alors même qu'elles sont la conséquence des actions. Elles viennent consacrer les actions. Et cet exemple très, très personnel, individuel de l'exercice et des difficultés m'a permis d'identifier très clairement ces deux aspects-là. Pour nuancer ce tableau un petit peu sombre
de l'exercice des responsabilités d'un établissement, je souhaiterais évoquer aussi, à contrario, la nécessité, afin de pouvoir mettre en œuvre un management éthique et responsable, l'éthique sera renvoie à la liberté de jugement et à la liberté d'action. Et on touche là à la question qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises depuis ce matin, de la marge de manœuvre. Et elle peut exister, cette marge de manœuvre, malgré des contextes parfois périlleux d'exercice professionnel, à force, encore une fois, alors pas de sang, mais de sueur, et il faut le dire, de larmes parfois, peut trouver une concrétisation à travers la capacité d'influer sur la stratégie d'une organisation. C'est vrai, je pense, de la part des professionnels qui sont sous notre responsabilité, c'est d'autant plus vrai dans l'exercice de la responsabilité d'un établissement. Et malgré le contexte peut-être sombre et pessimiste que j'ai pu évoquer dans la première partie de mon intervention, il est tout à fait possible, à partir du moment effectivement où on arrive à évoquer avec l'ensemble des interlocuteurs ces conditions-là, de trouver des concrétisations dans l'exercice, dans la capacité d'influer sur une politique locale de protection de l'enfance, mais y compris au niveau national, puisque le secteur est concerné actuellement par pas vraiment une réforme, mais en tout cas une nouvelle loi en la matière. Voilà, c'est beaucoup moins élevé que ce que les collègues ont pu évoquer en termes de référence, mais c'était le souhait de pouvoir partager un exemple concret qui, à mon avis, peut être transposable et les limites et inquiétudes dans la façon dont sont recomposés les établissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup Margot pour cette illustration, et je pense que tu as eu raison de reprendre le vocabulaire de Laurent Berger sur l'incarnation. Je pense que tu en as fait la démonstration et de manière à la fois touchante et particulièrement intéressante. Tu as évoqué la question de la liberté, des marges de manœuvre. C'est des thématiques qu'on a longuement abordées ici au sein du 5AS. Et je me tourne, avant d'interpeller la salle pour ces questions bien naturellement, je me tourne en premier lieu, et je pense que Nathalie, tu t'y attends, vers toi pour cette question de la tension. Finalement, dans toutes vos interventions, on retrouve la question des forces en présence, la question des oppositions, la question des tensions. On est finalement dans un vocabulaire assez proche de la physique. Là où les forces en présence existent, elles permettent le mouvement. Mais ce mouvement est-il aujourd'hui dans un cadre acceptable pour toi, Nathalie? Et la question que je voulais te poser, c'était celle de l'incantation. Au fond, l'impression que je peux avoir, je ne pense pas être le seul, c'est que nous appelons tous de nos voeux, et notre présence ici en est effectivement clairement le témoignage, nous appelons de nos voeux un management qui tende plus vers l'éthique et la responsabilité. Et que les contraintes s'accentuant, c'est parce que ces contraintes s'accentuent que l'exercice devient de plus en plus périlleux. Et à la lumière de l'illustration et de l'incarnation de Margot et des questions qui ont ici été posées, comment vois-tu pouvoir faire advenir au stade de la faisabilité et non plus autant au niveau de l'incantation cette question de l'éthique, du management éthique et responsable? Il faut passer à l'acte. Alors, c'est vrai, je suis une richesse, rendre visible l'invisible, les politiques n'y comprennent rien, je le confirme, à commencer par le cabinet de Manuel Valls, que nous sommes allés rencontrer le 22 septembre et qui n'a rien compris. Par contre, les professionnels, quand on leur agrafe un badge où il est écrit « Je suis une richesse », je ne peux pas vous décrire ce qui se passe dans les yeux des aides-soignants qui ont ça agrafé sur leur blouse tout d'un coup, quoi. Parce qu'alors elles comprennent parfaitement bien de quoi on parle. Et là, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là.
Et moi, je ne sais pas s'il y a des hauteurs dans nos réflexions, mais voilà, je pense qu'on a touché à l'essentiel dans ce que dit Margot. Est-ce qu'on pourrait se parler? Est-ce qu'on pourrait nommer les choses? Est-ce qu'on pourrait effectivement regarder, y compris nous-mêmes, notre secteur avec un peu de bientraitance? Et nous regarder nous-mêmes avec un peu de bientraitance. Et je suis une richesse, c'est ça aussi. C'est se redonner un tout petit peu le moral entre nous, parce qu'il y a urgence à redonner le moral aux professionnels. On a vu ce qui s'est passé cet été et sur quoi ça a débouché ces derniers mois. Donc c'est un peu ça notre travail en tant qu'organisation syndicale. Moi j'ai presque envie de dire, j'arriverai à convaincre les politiques une fois que les professionnels seront convaincus de ce qu'ils valent et qu'ils auront envie de le prouver. Et voilà, j'irai convaincre les politiques une fois qu'on aura fait la preuve dans la CFDT, avec des directeurs, des aides-soignants, des infirmiers, des représentants syndicaux, qu'on est capable de se parler et de nommer les choses entre nous sur l'organisation du travail. Je crois que le pire des trucs dans les GHT, c'est le silence absolument royal de Madame Touraine sur qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. C'est fulgurant, ce truc-là. À chaque fois qu'elle passe à la télé, elle dit « mais s'il y a des solutions, il y a les GHT ». Et on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi c'est fait. Moi, j'imagine un infirmier ou un aide-soignant qui est devant sa télé à ce moment-là, je me dis « mais de quoi elle cause, quoi ? C'est quoi ce machin qui va encore nous détruire ?» Parce qu'évidemment, elle pense ça. Donc voilà, c'est la question de nommer les choses, de s'expliquer, de se parler et de donner des réponses. Moi, j'ai entendu des personnels m'expliquer, on ne va pas encore refaire des réunions de service, il y en a marre, on en a passé des heures dans les réunions de service de dialogue, ça ne sert à rien, personne ne nous répond. Donc, dans la question de la parole dans le management, il n'y a pas « je vais t'écouter et je ne te dis rien », quoi. Parce que ça, ce n'est pas reconnaître l'autre. Il y a « je t'écoute, tu dis des choses et j'ai des choses à te répondre ». Même si la chose à te répondre, c'est « je t'entends bien, mais là pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, mais je vais y réfléchir ». Mais ça, c'est prendre en compte les gens. Et les personnels des hôpitaux notamment, et des maisons de retraite aussi, disent souvent, de toute façon, les lieux de parole, ça ne sert à rien, on ne nous écoute pas, on n'y répond pas. Et donc, on a autre chose à faire. Et ça, quand même, ça en dit long sur la question des procédés de management, de prise en compte de l'autre. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire, au stade où on en est aujourd'hui, et si on essayait de passer à l'acte, et si on essayait de faire des choses et de prendre des initiatives dans les établissements, et si on essayait de résister un petit peu à ce qu'on veut nous faire croire de notre incapacité à faire, les uns avec les autres, il y a des lieux dans la CFDT pour discuter de tout ça, les uns avec les autres, ça je le rappelle aussi aux membres du 5AS qui sont quelquefois un peu peur de pénétrer dans les lieux de la CFDT. Et puis on a un congrès fin 2017 à la Fédération. La Fédération passera voir le 5AS pour discuter de ce qu'il faudra mettre dans la résolution du congrès. Donc, vous pouvez déjà préparer vos petites choses. Bon, enfin, il y a quand même 3 grands thèmes qui seront en discussion, je vous le dis. Ça ne va pas être très nouveau. La proximité, évidemment. Je suis une richesse, évidemment. Et la résistance. C'est comment, au stade où on en est, on finit par dire non, ça ne va pas être possible. Comment est-ce qu'on résiste à la dérive à laquelle on assiste, notamment en termes du management qu'on voudrait nous faire faire. Et ça, c'est un sujet dont il va falloir qu'on débatte ensemble. 5AS CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.